démarrer. Bonjour, même s'il n'y a pas grand monde, on espère qu'on aura des personnes qui viendront sur le replay. Alors c'est une première, donc je m'attends à faire des erreurs et il ne faudra pas hésiter à me reprendre. Alors, le live d'aujourd'hui consistait à présenter un petit peu le TDAH, ses spécificités, qu'est-ce que c'est le TDAH, comment on peut y répondre à la maison, en classe, vers qui se tourner. On va regarder un petit peu les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui date de 2014, je crois, je vérifierai. On va aussi parler du méthylphénidate parce que c'est une molécule, le méthylphénidate, donc qui est à la base de plusieurs médicaments, notamment la Ritaline, le Medikinect aussi également. Et puis après, si jamais il y a du monde qui arrive sur le live, nous pourrons avoir une discussion, un débat sur tout ce que j'aurais présenté. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je suis enseignant spécialisé en ULIS avec des élèves qui ont un TDAH. Donc potentiellement, tout ce que je dis n'est pas à prendre avec un degré de confiance absolu. Et j'attends de la part de tous les gens qui regardent du bon sens et de l'esprit critique. Voilà. Alors le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, j'ai écrit TDAH le mal nommé parce que en fait c'est pas tellement un trouble de l'attention et c'est un trouble qui a toujours de l'hyperactivité. Donc on va revenir un peu là-dessus. Donc c'est un trouble d'abord des neurotransmetteurs et de la dopamine. Donc le cerveau ne produit pas assez de dopamine et ces enfants, alors je dis enfants mais adultes également, hein, mais prioritairement, principalement les enfants, ces enfants ont plus de mal à concentrer leur attention, à avoir de l'attention lorsqu'ils sont en déficit de dopamine et notamment donc dans les tâches qui les angoissent, qui les stressent ou des tâches qui les ennuient. Donc c'est des enfants qui ne vont pas arriver à maintenir leur attention à partir du moment où ils ont une tâche qui les ennuie, hein, et ou bien une tâche qui les stresse. Et évidemment, lorsque la tâche les ennuie et les stresse, l'effet est double. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour ces enfants de suivre, alors pas pour tous, hein, mais pour une grande partie de ces enfants surtout, de suivre les cours, de pouvoir être attentif. À la maison ça peut être très difficile, les devoirs ça peut être très difficile, la vie au quotidien, les tâches quotidiennes, même le fait de s'habiller, de se doucher, c'est très difficile. Donc c'est quelque chose qui est non seulement délicat pour les parents, pour les enseignants, pour les enfants eux-mêmes qui vivent souvent un mal-être. Et c'est vrai que c'est un trouble qui est compliqué puis qui a une forte prévalence puisqu'on parle de 5 à 10% des enfants. C'est le deuxième trouble en psychiatrie chez l'enfant après les troubles anxieux. Donc ça touche énormément d'enfants. On parle de 1 à 2 enfants par classe. Donc c'est beaucoup d'enfants. Donc pour le TDAH, donc c'est un déficit de l'attention, une difficulté à se concentrer qui a lieu donc dans les moments délicats pour l'enfant. Ce qui veut également dire que c'est un trouble qui est contextuel, puisque les personnes atteintes de TDAH peuvent avoir de l'hyperattention à certains moments lorsqu'ils trouvent à la tâche qu'ils sont en train de faire et qu'ils y trouvent du plaisir. Ils peuvent avoir de l'hyperattention au contraire. Quand on voit un enfant qui a l'air très concentré sur quelque chose et dire bah lui il peut pas être TDAH, c'est pas un enfant TDAH, c'est faux, ça ne suffit pas, hein. De toute façon il n'y a qu'un examen clinique. Et il n'y a qu'un médecin qui peut déterminer si un enfant est TDAH. Voilà, donc ça c'est pour le tour de la question. Je voulais rapidement montrer. Je vais montrer
voulais montrer quelques... Voilà, je vais retirer le texte qui est là. Voilà. Je vais également retirer le chat. Voilà. Donc, vous avez ici la chaîne des Fous de Normandie, donc l'association des Fous de Normandie, avec le docteur Alexanian qui fait des vidéos, alors pas psychiatriques et psychologiques. Donc c'est un médecin qui est psychiatre, c'est une association donc normande. Et puis ils ont un tas de vidéos sur la chaîne, très très intéressantes, pas uniquement sur le TDAH, hein, sur plein de domaines. Voilà. Et vous avez donc des 74 vidéos, donc il y a de quoi faire hein, si vous voulez vraiment approfondir la question de quelqu'un qui sait de quoi il parle, hein, puisque c'est un médecin. Voilà. Donc vous avez presque 200 vidéos sur le TDAH avec la présentation d'études, avec des questionnements, avec les troubles associés au TDAH, avec les causes, avec les médicaments, enfin, etc. Vous avez vraiment énormément de vidéos et si le sujet vous intéresse, je vous conseille vraiment de regarder les vidéos du docteur Alexanian. Voilà, donc je vous mets tout de suite ça, voilà, dans le chat. Voilà, donc pour les personnes qui vont regarder la vidéo, le chat en replay, vous aurez également le lien vers la chaîne des Fous de Normandie. Je voulais également vous montrer la bande dessinée de l'illustratrice Emma, qui a fait une bande dessinée que je trouve excellemment bien faite. Je ne sais pas si ça se dit, mais elle est vraiment très bien faite. Une bande dessinée sur le TDAH, qui pour cela a interviewé des parents de TDAH, qui a interviewé des enfants, qui a interviewé également des chercheurs et des médecins. Donc une BD que je recommande. Alors elle est longue, bon, on va prendre le temps de regarder un petit peu parce que je la trouve très intéressante. Je suis moi-même parent d'un enfant TDAH et je dois reconnaître que je me retrouve beaucoup dans ce qui est dit dans cette bande dessinée. Je la trouve très pertinente, très juste. Voilà, donc alors évidemment c'est sur Instagram et elle est à l'envers, voilà, mais vous avez ici, vous voyez, donc vous avez d'abord des témoignages de parents hein, qu'elle a mis en BD. J'ai l'impression qu'il y a... ça a été un petit peu mélangé, mince, c'est bien dommage. Parce qu'en fait je voulais aller tout à l'heure sur son site mais il était indisponible, alors peut-être qu'il est de... Ah voilà, très bien, c'est encore mieux. Voilà, donc la bande dessinée qui s'appelle Lucine et Enzo. D'ailleurs, en règle générale, je vous conseille les bandes dessinées de cette illustratrice qui fait un travail souvent très pertinent, très bien documenté. Voilà. Donc, la bande dessinée qui a plus de 70 cases, hein, donc c'est assez long. Mais ça vaut le coup vraiment, si ça vous intéresse, ça vaut vraiment le coup. Vous avez au départ le témoignage de Lucine, qui est donc la maman d'un petit garçon, Enzo, qui est diagnostiqué TDAH aujourd'hui. Donc qui est un témoignage, donc on est sur du témoignage, on n'est pas sur de la preuve scientifique, hein, c'est simplement déjà pour générer de l'empathie, hein. Moi je vous avoue que quand je me suis reconnu, c'est à la fois drôle et à la fois un peu triste, parce qu'on reconnaît des situations, et parfois des situations assez difficiles. Ça n'a pas valeur de preuve, hein, c'est simplement une valeur d'exemple. Donc vous avez ce témoignage qui est là, sur cette famille, avec des situations parfois cocasses, souvent difficiles, parfois tragiques,
sans aller jusqu'à... Voilà, mais quand même, ça peut être assez lourd hein, à porter quand on est papa et surtout maman d'enfants TDAH. Ça repose souvent sur les mamans, hein, malheureusement. On n'est pas dans une société encore égalitaire et c'est dans ce genre de moments, de lieux qu'on s'en rend compte le plus. Voilà, donc avec cette histoire qui est intéressante, qui peut être très intéressante à partager. Voilà. Donc, je passe un petit peu. Voilà, donc vous avez un peu une explication du trouble, alors notamment du fait que souvent on parle d'hyperactivité. Alors, le truc c'est que là, c'est encore plus compliqué. Alors évidemment, c'est une bande dessinée, elle n'a pas pu rentrer à fond dans les détails, mais c'est encore plus compliqué, on en parlait tout à l'heure, c'est une histoire de... Donc le docteur Alexanian parle d'un verrou dopaminergique, hein, et d'un trouble de l'attention, mais qui est contextuel, qui n'est pas toujours présent. Autrement, j'ai oublié d'en parler, mais l'hyperactivité est aussi différente selon les enfants et les adultes, selon les porteurs du TDAH, puisque l'impulsivité, l'hyperactivité sont toujours présentes. L'impulsivité, c'est le manque d'inhibition, hein. Je pense quelque chose, je le dis. Je veux faire quelque chose, je le fais. Je veux manger un bonbon parce que je le vois sur la table, même si je sais que j'ai pas le droit, j'arrive pas à m'en empêcher. Donc ce manque d'inhibition. Et également l'hyperactivité, mais l'hyperactivité, en fait, donc on parle du TDAH avec ou sans hyperactivité. En fait, tous les enfants porteurs de TDAH sont hyperactifs. Mais il y a une différence entre les enfants porteurs d'un TDAH avec une hyperactivité motrice, donc des enfants qui bougent beaucoup, qui se déplacent, qui ont besoin d'être debout, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de se dépenser, et une hyperactivité qui est seulement cérébrale, c'est-à-dire des pensées qui circulent à toute vitesse, qui pop et qui n'arrivent pas en plus avec le trouble d'inhibition à être canalisées. Voilà, donc là elle parle des trois catégories de symptômes, hein. Une attention volatile, hein, des enfants qui n'arrivent pas à maintenir leur attention sur une tâche, des comportements et des propos impulsifs, c'est ce que je vous disais avec le déficit d'inhibition, et donc l'hyperactivité motrice. Ces trois types de symptômes en fait sont variables et selon les profils peuvent être plus ou moins vers l'inattention, plus ou moins vers l'inhibition, plus ou moins vers l'hyperactivité, et un mix des trois. Voilà, et ça va dépendre du profil de l'enfant, de l'élève, de l'adolescent, de l'adulte. Donc c'est un trouble circonstanciel, on en a parlé. D'ailleurs, vous avez un grand nombre d'enfants TDAH, un certain nombre d'enfants TDAH, notamment, mais pas toujours, de filles, qui par exemple réussissent à l'école et dont l'hyperactivité n'est pas notée ou est notée tardivement et diagnostiquée tardivement ou jamais diagnostiquée, parce que l'hyperactivité par exemple n'est pas motrice, n'est pas visible, et parce que ça peut être des enfants pour qui à l'école ça se passe bien, parce que la dopamine peut être générée par les tâches scolaires. Typiquement un enfant qui adore apprendre, un enfant qui adore la réussite, ou avec un trouble associé, il faut que les exercices soient terminés, etc. Ça peut créer des profils d'enfants hyperactifs, par exemple, donc jamais diagnostiqués, ou diagnostiqués sur le tard. Ce qui m'amène juste à une parenthèse, c'est que il est bien entendu que ces enfants-là, le diagnostic du TDAH, s'il n'est jamais posé, il ne pose aucun problème. Le diagnostic du TDAH, on va le poser quand on a des enfants en souffrance, quand on a des enfants qui posent problème pour eux-mêmes, pour les autres, pour les parents, pour les copains de classe, pour les enseignants, et pour qui il faut trouver une façon d'agir avec eux
qu'ils puissent tout simplement s'épanouir et ne pas être malheureux, parce que dans les troubles associés au TDAH, outre les troubles d'apprentissage, les 10, vous avez les troubles, vous avez, excusez-moi, je perds mes mots, vous avez les troubles de l'anxiété, des troubles anxieux. Donc vous avez des enfants qui sont plus souvent dépressifs. Vous avez une prévalence du suicide qui est plus importante chez les enfants porteurs de TDAH. Donc c'est des enfants qui sont plus facilement anxieux, qui ont souvent en plus une empathie développée, une sensibilité accrue, et donc des enfants qui sont souvent anxieux. Et donc des enfants qui peuvent, pour certains, être malheureux, se sentir incompris, se sentir à l'écart, se sentir stigmatisé. Donc ça peut être très difficile. Je passe un petit peu. Vous avez également dans la bande dessinée des sources. D'ailleurs, je vous mets là le lien vers la bande dessinée tout de suite dans le chat. De scientifiques, de chercheurs, de médecins qui travaillent et qui ont mis des choses. Voilà, vous avez ici une explication des troubles du développement neuronal chez les TDAH, avec des situations cocasses et qui parleront évidemment aux parents d'enfants qui possèdent un trouble TDAH. Donc voilà, vous avez une explication un petit peu de tout ça. Alors pour les enseignants surtout, je trouve cette bulle très bien pour comprendre et faire comprendre le TDAH, et notamment les troubles. C'est leur demander à un enfant qui est porteur d'un trouble TDAH de se concentrer, d'arrêter de bouger. C'est un peu comme dire à un myope de mieux voir sans ses lunettes. Donc on se rend, aussi bien qu'on se rend compte que c'est idiot de demander à un myope par exemple de mieux lire alors qu'il n'a pas ses lunettes, et bien c'est la même chose pour un enfant TDAH, et ça va évidemment complètement être contre-productif, comme on peut l'imaginer. Donc vous avez des exemples de choses qui peuvent fonctionner. Et le traitement, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est, à mon avis, quelque chose de très important, il faut en parler. Voilà. Avec toujours des... Donc je vais pas passer sur toute la BD, mais je vous conseille vraiment d'aller la voir. Voilà. Vous avez l'association Hyper Super, vous avez également l'association, je n'ai pas là, l'association des TDAH. Donc voilà, si vous êtes parent, que vous êtes en questionnement, si vous êtes enseignant et que vous avez aussi des élèves porteurs, ça peut être intéressant d'aller se renseigner. Voilà. Souvent ça va être au départ soit des parents qui vivent une situation compliquée à la maison, soit des enseignants qui se rendent compte que cet élève il agit un peu différemment. Parfois ça peut être l'orthophoniste qui met le doigt sur quelque chose. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'aller voir un spécialiste. C'est compliqué parce que les spécialistes sont surchargés, ils sont pas très nombreux, ils sont vraiment surchargés, et c'est parfois il faut des attentes très très longues. Donc l'alternative, c'est bien sûr les psychologues et les pédopsychiatres, sachant que c'est un médecin qui doit poser le diagnostic, mais un neuropsychologue ou un psychologue peut déjà établir un pré-diagnostic qui peut être validé ensuite par un médecin. Et il existe des tests, pour les médecins, pour les psychologues, des tests cliniques. Donc ça peut être évidemment que un médecin, encore une fois, qui peut diagnostiquer.
Moi, le vrai conseil que je peux donner en tant que papa d'un enfant TDAH, pour qui le parcours de diagnostic a été très long, très compliqué, c'est vraiment d'aller voir un spécialiste, parce que les personnes, même médecins qui ne sont pas formés, peuvent parfois rater des choses, parce que c'est un trouble assez spécifique et que tous les médecins n'y sont pas formés. Donc c'est idéalement d'aller voir un spécialiste. Moi, c'est un conseil que je donne. Voilà. Après, c'est pas toujours facile. Il est également possible d'aller voir une association comme l'association TDAH France, dont je vous n'ai pas posé le lien, donc je vais mettre le lien dans le chat tout de suite. D'aller voir une association qui peut vous aider à trouver les personnes, les soignants sérieux pour ce travail de diagnostic. Voilà, parce que ça peut être très 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 compliqué. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Alexanian, dont j'ai parlé tout à l'heure et dont vous avez le lien dans le chat, explique en quoi attendez, je vous mets juste, voilà, attendez, hop, voilà, donc vous met juste, voilà, c'est ceci que je cherchais. Donc en quoi les aménagements que nous faisons pour les enfants, les élèves TDAH ne sont pas une bonne idée. Ils ne sont pas une bonne idée. Donc vous avez cette étude qui montre que, donc c'est une revue de la littérature, c'est une sorte de méta-analyse, qui montre que les enfants qui ont... Alors attendez, je reviens juste dans les conclusions. Les enfants qui ont un TDAH ne bénéficient pas des aménagements, sauf un aménagement. Il y a un aménagement qui fonctionne, c'est la lecture à voix haute. La lecture à voix haute tend à améliorer les résultats scolaires, donc les troubles scolaires, qui sont... justement, Isabelle, bonjour. Justement, c'est ce dont je parlais, et en fait, d'après cette étude, alors qui a l'air sérieuse, dont les recommandations ont l'air sérieuses, les recommandations n'ont pas l'air de donner n'ont pas montré d'efficacité. Les adaptations en classe n'ont pas montré d'efficacité. Alors j'en suis le premier étonné, je suis enseignant en ULIS, mais donc là ils expliquent, notamment parce que le TDAH est un tel trouble tellement hétérogène que les adaptations sont peut-être déjà plus individuelles que par rapport au trouble en lui-même. Et là ils disent vraiment que rien n'améliore les résultats scolaires, le bien-être scolaire des enfants, ce qui est très important, le bien-être scolaire des enfants, leurs besoins en tant que personne, l'article n'en parle pas. On est vraiment sur les résultats scolaires. Sur les résultats scolaires, il semblerait que la seule adaptation qui permette d'améliorer les résultats des élèves avec TDAH, ce soit la lecture à voix haute. Voilà. En tous les cas, encore une fois, je répète, pour tout ce qui est de l'ordre du bien-être des enfants, qui est hyper important, évidemment, dans les classes. Alors moi, par exemple, j'utilise... Alors l'étude, je peux mettre un lien. Alors l'étude est payante, mais je peux... Non, je ne suis pas sur le... Attendez, je vais juste chercher. Je l'ai ici. Je peux mettre l'étude ici. Donc l'étude est
c'est une revue de la littérature, hein, donc c'est une étude qui... Mais l'étude elle-même dit, attention, nous n'avons pas de preuves, ce qui ne veut pas dire que déjà que c'est négatif, et ce qui ne veut pas dire non plus qu'il ne faut rien faire. En fait, ce que l'étude dit, c'est que la priorité pour ces enfants, c'est qu'ils aient un suivi clinique chez un médecin, chez un psychiatre, un pédopsychiatre, pour les aider dans leurs troubles, à mieux vivre avec leurs troubles, et que l'école vient après, en second. Voilà. Et je peux mettre... Alors, je change juste ça. Voilà. Ok, voilà. Donc, on a ici les résultats et la conclusion. Hein. Voilà. Donc, eux, ils disent... Avant de s'intéresser à l'école et ce qui se passe à l'école, pour ces enfants-là, la priorité, c'est le suivi médical et notamment le suivi du médicamenteux candidate. C'est bien sûr la molécule qui est à la base des médicaments type Ritaline ou Medikinect. C'est en France la seule molécule disponible pour le traitement du TDAH. Dans la plupart des pays autres que la France, il y a des sels d'amphétamine qui sont autorisés. Voilà. En France, nous avons un gros problème par rapport au méthylphénidate. Il y a beaucoup de méconnaissance du méthylphénidate. Vous pouvez avoir entendu parler de shooter les enfants, droguer les enfants. C'est un médicament qui endort les enfants, c'est un médicament qui change la personnalité des enfants, enfin, etc. Vous avez pu entendre beaucoup de fantasmes sur ce médicament. Il faut savoir que cette molécule, le méthylphénidate, donc notamment à la base de la Ritaline, qui est le plus connu, et du Medikinect, qui est un peu l'alternative à la Ritaline. Il faut savoir que ce médicament est... la molécule est connue depuis les années 50, je crois depuis 1957, si je ne dis pas de bêtises, est autorisée aux États-Unis. Nous avons pléthore d'études et de méta-analyses sur l'utilisation du méthylphénidate. Les effets secondaires sont connus, maîtrisés. Et les bénéfices sont incroyablement supérieurs. C'est une des molécules qui a la balance bénéfice-risque la plus positive. À titre personnel, encore une fois, le témoignage n'a pas valeur de preuve, mais à titre personnel, mon fils est médicamenté sous Medikinect depuis le mois de juin à 10 mg et il est passé à 20 mg fin octobre, puisque 10 mg nous n'avions pas observé de différence. Isabelle, je réponds pour les conséquences sur la croissance, je vais y répondre. Je termine. Mon fils a donc ce traitement, donc il est passé à 20 mg en octobre et il a progressé dans son trouble, dans sa gestion du trouble de manière assez significative. Les effets secondaires qu'on a pu observer, c'est une perte de l'appétit et légère et des troubles dépressifs. Mais les troubles dépressifs se sont arrêtés au bout de 3 jours. Donc le premier jour c'était assez... on était briefé, on le savait. Hein. Mais le premier jour c'était assez violent. Hein. Notre fils s'est prostré dans son lit pendant plusieurs heures. Il était pas bien, il pleurait pour rien. Enfin c'était pas rigolo à voir. Hein. Et les 2 jours suivants, c'était moins lourd, mais il n'était pas bien. Il était dépressif, il n'était pas dans une forme olympique. Au bout du 3e, 4e jour, plus rien. Donc cet effet secondaire est parti très vite. Pour ce qui est de l'appétit, il a une perte d'appétit, donc il prend le médicament le matin.
il a une perte d'appétit à midi. Donc il le prend en même temps que le petit déjeuner, donc il mange très bien un petit déjeuner, il a un bon appétit. Il mange très bien le soir, donc il rattrape en fait. Parce qu'à midi, effectivement, il mange beaucoup moins depuis qu'il est médicamenté. Mais il rattrape, et même au goûter, hein, il mange. Donc nous, on s'inquiète pas, il équilibre sur la journée. Effectivement, il mange moins. Alors il mange, mais il mange moins à midi. C'est exact. Donc c'est vraiment un effet secondaire connu. Pour Isabelle, pour te répondre, pour les conséquences sur la croissance. Alors, des études ont montré que statistiquement, il y a des effets sur la croissance. Statistiquement, il y a, si vous prenez, alors je vais dire, je l'ai dit en tout début de stream, je le redis, ce que je dis, il faut le vérifier. Je ne suis pas médecin, je peux dire des bêtises, c'est ce que j'ai, voilà, j'ai essayé de me renseigner, d'apprendre beaucoup de choses, je peux dire des bêtises. Et je vais donner des ordres de grandeur là maintenant qui peuvent être un peu inexacts, donc apprendre avec des pincettes là ce que je vais dire maintenant. Pour la croissance, c'est de l'ordre de 1 cm moyenne sur 10 000 patients, 10 000 enfants qui prennent du méthylphénidate. Ce qui veut dire que si vous prenez un enfant, la différence de croissance, elle va être de 0 ou de 0, quelque chose centimètres. Il peut y avoir quelques enfants qui vont avoir un retard de croissance de 1 à 2 cm, grand maximum, mais ça va être très rare, et on est vraiment de l'ordre du millimètre, de quelques millimètres. Et encore une fois, c'est pas du tout pour tous les enfants. Pour quelques enfants, on peut avoir un léger retard de croissance, mais on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du millimètre, c'est-à-dire qu'on est dans les marges d'erreur encore des études. Voilà, il faut juste vérifier dans ce que j'ai dit, de pas le prendre au mot. J'ai pas les études sous la main là, donc de pas le prendre au mot et de vérifier mais en tout cas, même si mes ordres de grandeur sont pas tout à fait exacts, ce dont je suis sûr, c'est qu'on est sur des effets secondaires déjà rares et minimes. Donc il faut bien comprendre que c'est un médicament. Alors je vous ai dit 1957 tout à l'heure, je viens de lire 1954, voilà, je me suis un petit peu trompé. Pour le méthylphénidate. Donc il faut bien se rendre compte que depuis 1957, on a des études, on fait des études dans plein de pays. Je crois que la Thaïlande est très motrice là, les États-Unis. La Thaïlande fait beaucoup d'études, il me semble, sur le domaine. D'ailleurs, j'ai quelque part dans mon ordinateur des études qui montrent que il y a un effet significatif de la prise du médicament sur la mortalité des enfants à TDAH, c'est-à-dire que les enfants qui prennent le médicament meurent moins que les enfants TDAH qui ne prennent pas de médicament. Les raisons sont assez simples à comprendre. La première, c'est le suicide. On a un taux de suicide, une prévalence du suicide chez les personnes porteurs de TDAH, premièrement. Donc grâce au méthylphénidate, ces personnes sont moins anxieuses. Et la deuxième chose, c'est que les accidents domestiques, les accidents de la route et les accidents domestiques, puisque le trouble d'inattention peut amener à des accidents domestiques. Hein. Les parents qui ont un enfant TDAH le savent, hein. Les enfants TDAH, ils peuvent prendre une casserole brûlante et puis tout à coup penser à autre chose, la faire tomber, enfin ça va très vite. Hein. Donc les accidents domestiques sont malheureusement assez fréquents chez ces enfants-là, hein. Et les accidents de la route aussi. Voilà. Pour reprendre sur le méthylphénidate, oui, alors oui Isabelle, et les médecins aussi malheureusement en France. En France, on est un pays quand même particulier de ce point de vue-là. Sur le médicament, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent on entend c'est un médicament qui shoot les enfants, qui les rend atones. En fait, c'est totalement faux, puisque c'est un stimulant. La Ritaline, donc le méthylphénidate, est un stimulant. Donc dire que c'est un médicament qui rend les enfants atones, qui
les camisole. Hein, on parlait des fois de camisole chimique. Je ne dis pas que la camisole chimique n'existe pas, hein, mais le méthylphénidate, c'est pas du tout ça. C'est un stimulant du SNC, du système nerveux. Et en fait, c'est un médicament assez proche des amphétamines. On sent bien dans les amphétamines d'ailleurs que ce sont des stimulants. C'est un stimulant qui libère de la dopamine. Et pour revenir à tout à l'heure ce que j'expliquais sur le TDAH qui est donc un trouble de la dopamine, de la libération de dopamine, en fait, le méthylphénidate libère la dopamine dans le cerveau de l'enfant ou de l'adulte. Alors, le méthylphénidate est interdit, je crois, après 18 ans. Pourquoi? Bonne question, mais il me semble que c'est interdit. En tout cas, c'est pas recommandé, c'est sûr. Interdit, j'ai des doutes, mais je crois que c'est interdit en France. Le méthylphénidate donc libère de la dopamine. Et en fait, comme les porteurs de TDAH ont besoin de dopamine pour rester focus, pour concentrer leur attention sur une tâche, en fait, le méthylphénidate va libérer de la dopamine de manière un peu comment dire, je perds mes mots un peu je perds mes mots, je suis désolé. Le méthylphénidate va libérer de la dopamine de manière un peu arbitraire. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Donc de manière un peu arbitraire, un peu fausse dans le cerveau de l'enfant. Et cette dopamine va lui permettre de prendre du plaisir, même dans une tâche qui, au départ, ne lui procure pas de plaisir. Et c'est ce plaisir, au sens dopaminergique du terme, qui va lui permettre de rester focalisé en fait, et de tout à coup d'arriver à mieux se contrôler, à contrôler son comportement, et par exemple à l'école, à tout à coup réussir à rester sur des exercices qu'il n'arrivait pas à faire parce qu'il n'arrivait pas à rester concentré la durée de l'exercice. Voilà ce que fait le méthylphénidate. Donc je conclus là-dessus pour dire que c'est très efficace, que pour autant c'est pas quelque chose qu'il faut donner comme ça, hein, que ça reste un médicament avec des impacts forts, avec des effets secondaires réels, et je dis pas qu'il faut en donner comme ça, mais contrairement à ce qui se fait actuellement, je crois qu'il est nécessaire de rétablir la vérité et de dire que si l'enfant va mal, et que nous avons un outil formidable qui est le méthylphénidate, et si un médecin, un spécialiste peut dire que le médicament est bénéfique pour l'enfant, alors il faut y aller. Si après coup on se rend compte que ce n'est pas bénéfique, parce que j'ai oublié de parler de quelque chose, c'est que le méthylphénidate a un gros avantage, il est sans latence et il est sans impact à long terme. C'est-à-dire, si un enfant oublie de prendre son médicament un matin ou pendant une semaine, il va en vacances, je ne sais quoi, il ne prend pas son médicament, il l'oublie, cela n'aura aucun impact. Alors il va certainement avoir de nouveau la survenue de ces troubles qui va revenir, bien sûr, mais ça n'aura pas d'impact. Par exemple, il n'y a pas d'addiction. Au méthylphénidate, contrairement parfois aux amphétamines d'ailleurs. Il n'y a pas d'addiction, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les effets secondaires s'arrêtent le moment où il arrête le médicament. Si on se rend compte qu'on a des effets secondaires, il arrête le médicament, les effets secondaires s'arrêtent immédiatement. Donc c'est un gros avantage de ce médicament-là. Voilà. Je pense que j'ai terminé sur le méthylphénidate. Je pense que c'était important. On est bien d'accord que dans un monde parfait, qui serait entièrement adapté à ses enfants et à ses adultes, mais surtout à ses enfants, dans un monde parfait où les classes seraient complètement permettraient de libérer l'expressivité de ces enfants-là, où même dans la vie de tous les jours, ils auraient la possibilité, les locaux, les lieux, les chambres, que sais-je, le matériel, etc., pour vivre sans gêner les autres, sans être malheureux, sans se sentir stigmatisé, etc.
le médicament perdrait tout son intérêt. Le but n'est pas de médicamenter pour médicamenter, et quand je dis ça, je ne fais pas un pro-médicament. Je dis simplement que dans le monde qui est tel qu'il est aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans un monde où il y a des contraintes lourdes, fortes, et parfois elles sont à critiquer, elles sont effectivement, hein, on peut les critiquer, on peut dire que l'école n'est pas bien adaptée à ses enfants, et je rejoindrai ces critiques. Mais en attendant, il ne faut pas oublier la souffrance de ces enfants. Beaucoup de troubles anxieux, on a beaucoup d'enfants qui ont des gros difficultés, qui s'ajoutent à ça avec des troubles des apprentissages parce que c'est difficile. C'est difficile d'apprendre quand on ne peut pas se concentrer, c'est difficile d'apprendre quand on n'arrive pas à faire ses devoirs, quand on n'arrive pas à travailler en classe, c'est difficile. C'est donc difficile, c'est difficile quand on se fait parfois exclure de cours parce qu'on ne tient pas en place au collège, hein, par exemple, ça peut être très difficile. C'est difficile de sentir le poids du regard des autres, du regard des professeurs, du regard des adultes, du regard dans la rue. C'est pas facile à vivre, le TDAH, surtout pour les enfants qui ont du mal à maîtriser leur TDAH. Ça peut vraiment amener à des choses vraiment pas très joyeuses. Voilà. Donc le médicament, il existe. Évidemment, de toute façon, j'ai envie de dire, on ne peut pas le donner de cette manière. Et oui, malheureusement, ils sont stigmatisés. Tu as raison. Je te tutoie, Isabelle, tu m'en veux pas. Malheureusement, tu as raison. C'est que souvent, ils sont stigmatisés. Pas toujours, pas partout. Mais c'est difficile parce que il faut aussi comprendre que beaucoup de gens sont ignorants du TDAH, c'est pas de leur faute, hein, mais même les enseignants, hein, ils sont pas formés, on n'est pas formés, moi je suis enseignant, hein, on n'est pas formé au TDAH, il faut se former de son côté. Les parents évidemment ne sont pas formés, il existe des associations pour les parents, il existe, mais bon, il faut faire des démarches, c'est un parcours du combattant incroyable. D'ailleurs, la bande dessinée, hein, que j'ai publié un peu plus haut dans le chat, la bande dessinée est incroyablement parlante sur ce point-là, hein. C'est un parcours du combattant pour les parents. Les enseignants ne sont pas formés, et même s'ils sont formés, quand on a une classe de 30, 31, 32 élèves, qu'on a un élève qui bouge tout le temps, dans des salles qui ne sont pas faites pour accueillir autant d'élèves, avec la pression des programmes, des évaluations nationales, on en a de plus en plus, on a même des enseignants formés, en fait, c'est très difficile à gérer pour eux. On peut le comprendre. Hein. Moi, je suis coordonnateur du LIS, donc j'ai des élèves à TDAH, mais moi, quand je les ai chez moi, ils sont 5, 6 élèves, peut-être 8, 10 maximum, en même temps dans la salle. Hein. J'ai jamais 15 élèves. Quand j'ai ces élèves-là, je peux individualiser, vraiment personnaliser le travail que je fais avec eux, l'attention que je leur porte. Et bien sûr, quand ils sont en inclusion, pour les enseignants, ça peut être très difficile, même si c'est des enseignants de très bonne volonté. Voilà. Et la plupart des enseignants sont de très bonne volonté. C'est vraiment délicat parce que les conditions. Voilà. Donc ça peut créer de la stigmatisation, parce que là où je voulais en venir, c'est que la stigmatisation ne vient pas forcément d'une mauvaise volonté ou d'une méchanceté ou de quoi que ce soit. Ça peut être simplement les conditions matérielles, par exemple de l'enseignement, je prenais cet exemple, mais les conditions matérielles de la vie de tous les jours. Hein. Les conditions peuvent être terribles, et à la maison c'est pareil. Moi j'ai mon fils. C'est très difficile, les journées avec lui. Alors le confinement, la catastrophe, il saute. Nous avons des voisins en dessous, on est en appartement, on a des voisins, il saute tout le temps, il court, il saute sur son lit, il retourne sa chambre tout le temps, il saute sur le canapé, il saute sur le lit, il saute tout le temps, il jette des choses. Quand il est confronté à une frustration, à quelque chose qui le met en colère, ça peut être, il se roule par terre, il tape contre les murs, il tape contre les meubles, et donc ça peut être très difficile parfois. Alors ça va un peu mieux maintenant, hein.
pas que grâce aux médicaments, aussi grâce à l'action du médicament, mais aussi parce qu'il grandit et en gagnant en maturité, il apprend à gérer, parce que le médicament ne vient jamais seul, jamais. Parce que si le médicament était seul, le jour où on l'arrête, il n'y a aucun changement. Et le but, c'est quand même de pouvoir un jour arrêter le médicament. Donc le médicament s'accompagne d'un suivi, hein, évidemment, d'un suivi, d'un travail. Il existe des programmes, il existe des tas de choses qui peuvent être faites pour accompagner ces enfants, mais qui sont très longues. Donc c'est vrai que comment dire, les situations matérielles font que ces enfants se sentent pas bien, parce que notre fils, on a beau savoir et on a beau faire le plus possible pour lui, y a des moments où on est fatigué, quoi. Des moments où on est fatigué, on n'en peut plus, et c'est l'explosion, et nous on n'arrive plus non plus à se contrôler, on se fâche très fort, alors que on sait que ça n'a pas d'effet. On sait que crier dessus, ça ne fera rien, ça ne marchera pas. Mais parfois on est fatigué à H, et très... Exactement, on est humain après tout. Mais on s'en veut, hein. On s'en veut, hein, quand ça arrive. Hein. Et le TDAH... Le TDAH est grande majorité, je crois que c'est 80% d'origine génétique. Donc moi-même j'ai été diagnostiqué TDAH. Hein. Oui, j'espère, j'espère. Mais on peut avoir des remarques quand même. Hein. Bon. Le TDAH est à 80% d'origine génétique. Moi j'ai été diagnostiqué TDAH. Dans ma prime jeunesse, et effectivement donc mon fils a été diagnostiqué il y a maintenant 1 an et demi, je me suis beaucoup entendu dire, et je sais que c'est le cas de beaucoup de parents, que c'est un problème d'éducation. Pour les parents, pour les enseignants, ce n'est pas un problème d'éducation. Ce n'est pas un problème d'éducation. Ça ne veut pas dire que tous les parents d'enfants TDAH ont une éducation au top. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'éducation n'est pas la cause du TDAH. Les facteurs qui sont la cause du TDAH sont soit génétiques à 80%, et à 20% environnementaux de la grossesse, pendant la grossesse. Alors c'est très mal connu, d'ailleurs sur le papier de la HAS, je vais peut-être quand même le mettre dans la présentation, je vais faire ça. Non, c'est pas là, c'est là. Alors où es-tu? Il est là. Voilà, je vais ça, et je vais retirer les choses qu'on voit devant là, parce que c'est... Donc, là je crois qu'on est bon. Alors, voilà. On voit bien que nous avons des hypothèses étiologiques. Hein. Et étiologiques, pour ceux qui ne sont pas familiers, hein, c'est les causes d'une maladie ou d'un trouble. Hein. Le TDAH n'est pas une maladie, hein, c'est un trouble. Vous avez les facteurs génétiques, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je n'ai pas lu les recommandations de la HAS, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils disent. Et des facteurs environnementaux, mais on voit bien, là on arrive quand même à lire, hein, chez les enfants dont la mère fumait du tabac par exemple, une augmentation du risque. L'alcool serait un facteur de risque, etc. Donc les facteurs de risque, je lis la conclusion, hein, ça ira vite. À ce jour, les données scientifiques rapportent qu'une susceptibilité génétique serait le facteur le plus commun du TDAH. Je vais peut-être agrandir le texte parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Cependant, des facteurs psychosociaux, biochimiques et environnementaux interviendraient aussi dans l'apparition de ce trouble dans l'ensemble. Il ressort de la littérature actuelle qu'aucune hypothèse, qu'aucun facteur n'expliquerait à lui seul le développement du TDAH chez un enfant. Il pourrait en fait s'agir d'une accumulation de facteurs de risque d'origine multiple. Voilà. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, voilà, ce qui est de mon expérience personnelle, donc moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été diagnostiqué TDAH quand j'étais enfant. Ma femme
ne fume pas. Elle n'a jamais, enfin elle a dû essayer, mais elle n'a jamais fumé. Elle ne boit pas ou très peu d'alcool. Elle n'aime pas ça. Elle boit un peu de cidre une fois de temps en temps et un verre de vin par an et peut-être un verre de champagne à Nouvel An. Enfin pas cette année, hein, parce que Nouvel An cette année. Voilà, donc elle ne fume pas et ne boit pas ou très peu d'alcool. Elle n'a pas bu pendant toute la grossesse, pas fumé pendant toute la grossesse. La seule chose qu'on pourrait dire par rapport aux facteurs environnementaux, c'est qu'elle a pu avoir, je ne sais pas s'ils en parlent, je regarde là, elle a pu avoir du stress. Là, on parle, donc je trouve là, la revue systématique, etc. Rapportait également une association entre stress prénatal chez la mère et différents aspects développementaux. Mais elle n'a pas eu un stress hyper élevé, elle a eu un stress que la plupart des personnes, c'est une personne, ma femme, qui est un peu angoissée, mais c'est pas d'une manière pathologique. Et le stress qu'elle a pu avoir pendant la grossesse, c'est le stress que n'importe qui, n'importe quelle femme en l'occurrence, peut ressentir pendant la grossesse. Voilà. Donc voilà. Et donc on est bien sur des hypothèses étiologiques. Nous ne savons pas encore précisément ce qui va déclencher ou pas. On a des facteurs de risque. On ne sait pas exactement ce qui déclenche ou pas le TDAH chez les enfants. Et oui, une prépondérance chez les garçons du TDAH. Prépondérance chez les garçons. Voilà. Notamment dans le diagnostic, parce qu'on suppose fortement qu'il n'y a peut-être pas de prépondérance chez les garçons, mais une prépondérance dans le diagnostic, parce que les filles TDAH, souvent, pas tout, souvent ont un TDAH légèrement différent et moins marqué, et moins visible, moins d'hyperactivité, etc., que chez les garçons. Voilà. Voilà, donc on a un peu fait le tour de ça. Donc pour conclure, là, moi, ce qui m'importait beaucoup aussi, c'était de dire, attention, les parents ne sont pas... ce n'est pas de la faute des parents, ce n'est pas de la faute de l'éducation. Ce n'est pas de la faute de l'éducation. Ce qui ne veut encore une fois pas dire que les parents font tout très bien, hein, mais ce qui veut dire que simplement, c'est pas des enfants rois. Moi, j'ai dans mon parcours du combattant, nous avons mis quelques mois à avoir un rendez-vous au CMP, au centre médico-psychologique. Quand nous avons eu le rendez-vous au centre médico-psychologique, nous avons été pris en charge par une psychologue et une infirmière, hein, c'est le protocole, je crois, au CMP. Quand ils ont vu un peu notre détresse sur le moment, hein, c'était une période difficile, ils ont réussi à nous avancer le rendez-vous du médecin de plusieurs mois, parce qu'on avait un rendez-vous 6-7 mois plus tard. Ils nous ont réussi à l'avancer, ils nous l'ont avancé en pleine vacances d'été. On a dû écourter nos vacances pour pouvoir être présent au rendez-vous, ça nous tenait très à cœur, donc on a écourté nos vacances pour pouvoir aller au rendez-vous. On est allé au rendez-vous, on a passé 1 heure dans le cabinet du médecin qui nous a expliqué, qui n'avait jamais vu, c'était la première fois qu'on voyait ce médecin, hein, qui nous a expliqué que c'était un enfant roi. Et le médecin qui nous a dit que c'était pas la peine de faire un suivi, qu'il fallait juste qu'on mette des limites. La pilule a été difficile à avaler, donc il n'était pas encore diagnostiqué à ce moment-là, hein. Nous étions persuadés que c'était pas vrai. Ma femme s'est quand même remise beaucoup en doute, et comme c'est quelqu'un d'assez angoissé, d'assez stressé, elle a fondu en larmes pendant l'entretien avec le médecin, ce qui pour le médecin était une preuve que ce qu'elle disait était vrai. Et en fait on est ressorti, alors sans aucun suivi du CMP, puisque le médecin avait considéré que si c'est un problème éducatif, c'était pas du ressort du CMP, et avec simplement un dégoût, l'impression d'avoir passé des mois à attendre quelque chose pour rien. Enfin, ça a été assez difficile à vivre, hein. On parle, je sais pas si on peut en parler là, mais je sais que des personnes parlent
Au revoir Isabelle, merci. Je laisserai la vidéo en replay. Hein. Bon week-end. Et donc je termine pour dire que voilà, on parle parfois de maltraitance médicale, hein, dans d'autres domaines aussi. Hein, on peut parler de maltraitance médicale pour les femmes, hein, chez les gynécologues parfois. Ça arrive chez des médecins, ça arrive partout. Et là, en l'occurrence, pour les parents d'enfants à troubles, notamment à TDAH, les maltraitances médicales, on sait ce que c'est. Et donc oui, c'est pas évident à vivre, et de se faire reprocher que c'est un problème éducatif, d'avoir l'impression d'avoir mis en place des tonnes de choses à la maison, parce qu'évidemment on se remet en question tout le temps, hein, on a envie de bien faire, on a envie que notre enfant grandisse, et malheureusement, on met en place des choses, on voit que ça ne marche pas, ou que ça marche un temps et que ça s'arrête. Enfin voilà, les maîtresses de l'enfant, hein, les maîtresses qui ma femme était à un moment donné ne travaillait pas, hein, elle était à la maison, et elle était convoquée 2-3 fois par semaine par la maîtresse pour parler des troubles de comportement, des problèmes que posait notre fils à la maison, alors que c'est un garçon qui certes a des troubles de TDAH, clairement, il a des problèmes d'impulsivité, il a des problèmes d'hyperactivité, il est diagnostiqué, mais c'est un enfant qui, à côté de ça, est un enfant très gentil, adorable, qui ferait pas de mal à une mouche, et qui en plus est impliqué, il aime apprendre, mais c'est très dur. Et en plus de ça, il a des troubles associés, il est dyslexique, dysorthographique et dysgraphique. Donc il a beaucoup de difficultés. Le CP a été une souffrance, très grande souffrance pour lui. Aujourd'hui ça va mieux, il en sait maintenant, ça va mieux. Mais le parcours du combattant, ça a été quelque chose, hein. Ça a été très 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 dur. Voilà, donc voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais